Chapitre 1. Le 24 mai 1863, un dimanche, mon oncle, le professeur Lindenbrock, revint précipitamment vers sa petite maison située au numéro 19 de Königstrasse, l'une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hambourg. La bonne Marthe dut se croire fort en retard, car le dîner commençait à peine à chanter sur le fourneau de la cuisine. Bon, me dis-je, si la faim, mon oncle, qui est le plus impatient des hommes, va pousser des cris de détresse. Déjà, monsieur Lindenbrock, s'écria la bonne Marthe stupéfaite en entrebâillant la porte de la salle à manger. Oui, Marthe, mais le dîner a le droit de ne point être cuit, car il n'est pas 2 heures, la demie vient à peine de sonner à Saint-Michel. Alors pourquoi monsieur Lindenbrock rentre-t-il? Il nous le dira vraisemblablement. Le voilà. Je me sauve. Monsieur Axel, vous lui ferez entendre raison. Et la bonne Marthe regagna son laboratoire culinaire. Je restai seul. Mais de faire entendre raison au plus irascible des professeurs, c'est ce que mon caractère un peu indécis ne me permettait pas. Aussi, je me préparais à regagner prudemment ma petite chambre du haut, quand la porte de la rue cria sur ses gonds, de grands pieds firent craquer l'escalier de bois, et le maître de la maison, traversant la salle à manger, se précipita aussitôt dans son cabinet de travail. Mais pendant ce rapide passage, il avait jeté dans un coin sa canne à tête de casse-noisette, sur la table son large chapeau à poils rebroussés, et à son neveu ces paroles retentissantes. Axel, suis-moi. Je n'avais pas eu le temps de bouger, que le professeur me criait déjà avec un vif accent d'impatience. Eh bien, tu n'es pas encore ici? Je m'élançai dans le cabinet de mon redoutable maître. Otto Lindenbrock n'était pas un méchant homme, j'en conviens volontiers, mais à moins de changements improbables, il mourra dans la peau d'un terrible original. Il était professeur au Johanneum et faisait un cours de minéralogie pendant lequel il se mettait régulièrement en colère une fois ou deux. Non point qu'il se préoccupât d'avoir des élèves assidus à ses leçons, ni du degré d'attention qu'il lui accordait, ni du succès qu'il pouvait obtenir par la suite. Ces détails ne l'inquiétaient guère. Il professait subjectivement, suivant une expression de la philosophie allemande, pour lui, et non pour les autres. C'était un savant égoïste, un puits de science dont la poulie grinçait quand on en voulait tirer quelque chose. En un mot, un avare. Il y a quelques professeurs de ce genre en Allemagne. Mon oncle, malheureusement, ne jouissait pas d'une extrême facilité de prononciation, sinon dans l'intimité, au moins quand il parlait en public, et c'est un défaut regrettable chez un orateur. En effet, dans ses démonstrations au Johanneum, souvent le professeur s'arrêtait court. Il luttait contre un mot récalcitrant qui ne voulait pas glisser entre ses lèvres, un de ces mots qui résistent, se gonflent et finissent par sortir sous la forme peu scientifique d'un juron. De là, grande colère. Or, il y a en minéralogie bien des dénominations semi-grecques, semi-latines, difficiles à prononcer, de ces rudes appellations qui écorcheraient les lèvres d'un poète. Je ne veux pas dire du mal de cette science, loin de moi, mais lorsqu'on se trouve en présence des cristallisations rhomboédriques, des résines rétinasphaltes, des gélénites, des fangasites, des molybdates de plomb, des tungstates de manganèse et des titaniates de zircone, il est permis à la langue la plus adroite de fourcher. Donc, dans la ville, on connaissait cette pardonnable infirmité de mon oncle, et on en abusait, et on l'attendait au passage dangereux, et il se mettait en fureur, et l'on riait, ce qui n'est pas de bon goût, même pour des Allemands. Et s'il y avait toujours grande affluence d'auditeurs au cours de Lindenbrock, combien les suivaient assidûment, qui venaient surtout pour se dérider aux belles colères du professeur. Quoi qu'il en soit, mon oncle, je ne saurais trop le dire, était un véritable savant. Bien qu'il cassât parfois ses échantillons à les essayer trop brusquement, il joignait au génie du géologue l'œil du minéralogiste. Avec son marteau, sa pointe d'acier, son aiguille aimantée, son chalumeau et son flacon d'acide nitrique, c'était un homme très fort. À la cassure, à l'aspect, à la dureté, à la fusibilité, au son, à l'odeur, au goût d'un minéral quelconque, il le classait sans hésiter parmi les 600 espèces que la science compte aujourd'hui. Aussi le nom de Lindenbrock retentissait avec honneur dans les gymnases et les associations nationales. Messieurs Humphrey Davy de Humboldt, les capitaines Franklin et Sabine ne manquèrent pas de lui rendre visite à leur passage à Hambourg. Messieurs Becquerel et Bellman, Brewster, Dumas, Milne Edwards, Sainte-Claire de Ville aimaient à le consulter sur des questions les plus palpitantes de la chimie. Cette science lui devait d'assez belles découvertes, et en 1853, il avait paru à Leipzig
un traité de cristallographie transcendante par le professeur Otto Lindenbrock, grand in-folio avec planche, qui cependant ne fit pas ses frais. Ajoutez à cela que mon oncle était conservateur du musée minéralogique de M. Struve, l'ambassadeur de Russie, précieuse collection d'une renommée européenne. Voilà donc le personnage qui m'interpellait avec tant d'impatience. Représentez-vous un homme grand, maigre, d'une santé de fer et d'un blond juvénile qui lui ôtait 10 bonnes années de sa cinquantaine. Ses gros yeux roulaient sans cesse derrière des lunettes considérables. Son nez, long et mince, ressemblait à une lame affilée. Les méchants prétendaient même qu'il était aimanté et qu'il attirait la limaille de fer. Pure calomnie, il n'attirait que le tabac, mais en grande abondance pour ne point mentir. Quand j'aurais ajouté que mon oncle faisait des enjambées mathématiques d'une demi-toise, et si je dis qu'en marchant il tenait ses poings solidement fermés, signe d'un tempérament impétueux, on le connaîtra assez pour ne pas se montrer friand de sa compagnie. Il demeurait dans sa petite maison de Königstrasse, une habitation moitié bois, moitié brique, à pignon dentelé. Elle donnait sur l'un de ces canaux sinueux qui se croisent au milieu du plus ancien quartier de Hambourg que l'incendie de 1842 a heureusement respecté. La vieille maison penchait un peu, il est vrai, et tendait le ventre aux passants. Elle portait un toit incliné sur l'oreille, comme la casquette d'un étudiant de la Tugendbund. L'aplomb de ses lignes laissait à désirer, mais en somme, elle se tenait bien, grâce à un vieil orme vigoureusement encastré dans la façade, qui poussait au printemps ses bourgeons en fleurs à travers les vitraux des fenêtres. Mon oncle ne laissait pas d'être riche pour un professeur allemand. La maison lui appartenait en toute propriété, contenant et contenu. Le contenu, c'était sa filleule, Greuben, jeune virlandaise de 17 ans, la bonne Marthe, et moi. En ma double qualité de neveu et d'orphelin, je devins son net préparateur dans ses expériences. J'avouerai que je mordis avec appétit aux sciences géologiques. J'avais du sang de minéralogiste dans les veines, et je ne m'ennuyais jamais en compagnie de mes précieux cailloux. En somme, on pouvait vivre heureux dans cette maison de Königstrasse, malgré les impatiences de son propriétaire, car tout en s'y prenant d'une façon un peu brutale, celui-ci ne m'en aimait pas moins. Mais cet homme-là ne savait pas attendre, et il était plus pressé que nature. Quand en avril, il avait planté dans les pots de faïence de son salon des pieds de Reseda ou de Volubilis, chaque matin, il allait régulièrement les tirer par les feuilles afin de hâter leur croissance. Avec un pareil original, il n'y avait qu'à obéir. Je me précipitai, donc, dans son cabinet. Chapitre 2. Ce cabinet était un véritable musée. Tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient étiquetés avec l'ordre le plus parfait, suivant les grandes divisions des minéraux, inflammables, métalliques et lithoïdes. Comme je les connaissais, ces bibelots de la science minéralogique, que de fois, au lieu de muser avec les garçons de mon âge, je m'étais plu à épousseter ces graphites, ces anthracites, ces houilles, ces lignites, ces tourbes, et les bitumes, les résines, les sels organiques qu'il fallait préserver du moindre atome de poussière, et ces métaux, depuis le fer jusqu'à l'or dont la valeur relative disparaissait devant l'égalité absolue des spécimens scientifiques. Et toutes ces pierres qui eussent suffi à reconstruire la maison de Königstrasse, même avec une belle chambre de plus, dont je me serais si bien arrangé. Mais en entrant dans le cabinet, je ne songeais guère à ces merveilles. Mon oncle seul occupait ma pensée. Il était enfoui dans son large fauteuil garni de velours d'Utrecht, et tenait entre les mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. « Quel livre! Quel livre! S'écriait-il. Cette exclamation me rappela que le professeur Lindenbrock était aussi bibliomane à ses moments perdus. Mais un bouquin n'avait de prix à ses yeux qu'à la condition d'être introuvable, ou tout au moins illisible. « Eh bien, me dit-il, tu ne vois donc pas? Mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en furetant dans la boutique du juif Evelius. »« Magnifique, répondis-je avec un enthousiasme de commande. En effet, à quoi bon ce fracas pour un vieil in quattro dont le dos et les plats semblaient faits d'un veau grossier, un bouquin jaunâtre auquel pendait un signet décoloré. Cependant, les interjections admiratives du professeur ne discontinuaient pas. Vois, disait-il en se faisant à lui-même demande et réponse, est-ce assez beau? Oui, c'est admirable, et quelle reliure! Ce livre s'ouvre-t-il facilement? Oui, car il reste ouvert à n'importe quelle page. Mais se ferme-t-il bien? Oui, car la couverture et les feuilles forment un tout bien uni, sans se séparer ni bâiller en aucun endroit. Et ce dos qui n'offre pas une seule brisure après 700 ans d'existence. Ah, voilà une rognure
dont Bozerian, Kloss ou Purgold eussent été fiers. En parlant ainsi, mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin. Je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu, bien que cela ne m'intéressât aucunement. Et quel est donc le titre de ce merveilleux volume demandai-je avec un empressement trop enthousiaste pour n'être pas fin. Cet ouvrage, répondit mon oncle en s'animant, c'est Heimskringla de Snorre Sturleson, le fameux auteur islandais du XIIe siècle. C'est la chronique des princes norvégiens qui régnèrent en Islande. Vraiment m'écriai-je de mon mieux, et sans doute c'est une traduction en langue allemande. Bon, riposta vivement le professeur, une traduction. Et qu'en ferais-je de la traduction? Qui se soucie de ta traduction? Ceci est l'ouvrage original en langue islandaise, ce magnifique idiome, riche et simple à la fois, qui autorise les combinaisons grammaticales les plus variées et de nombreuses modifications de mots. Comme l'allemand? Insinuai-je avec assez de bonheur. Oui, répondit mon oncle en haussant les épaules, sans compter que la langue islandaise admet les 3 genres, comme le grec, et décline les noms propres, comme le latin. Ah? Fis-je un peu ébranlé dans mon indifférence. Et les caractères de ce livre sont-ils beaux? Des caractères? Qui te parle de caractères, malheureux Axel? Il s'agit bien de caractères. Ah, tu prends cela pour un imprimé? Mais, ignorant, c'est un manuscrit, et un manuscrit runique. Runique? Oui. Vas-tu me demander maintenant de t'expliquer ce mot? Oh, je m'en garderai bien, répliquai-je avec l'accent d'un homme blessé dans son amour-propre. Mais mon oncle continua de plus belle, et m'instruisit malgré moi de choses que je ne tenais guère à savoir. Les runes, reprit-il, étaient des caractères d'écriture usités autrefois en Islande, et suivant la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. Mais regarde donc, admire donc, impie, ces types qui sont sortis de l'imagination d'un dieu. Ma foi, faute de réplique, j'allais me prosterner, genre de réponse qui doit plaire aux dieux comme aux rois, car elle a l'avantage de ne jamais les embarrasser quand un incident vient détourner le cours de la conversation. Ce fut l'apparition d'un parchemin crasseux qui glissa du bouquin et tomba à terre. Mon oncle se précipita sur ce brimborion avec une avidité facile à comprendre. Un vieux document, enfermé depuis un temps immémorial dans un vieux livre, ne pouvait manquer d'avoir un haut prix à ses yeux. « Qu'est-ce que cela » s'écria-t-il, et en même temps il déployait soigneusement sur sa table un morceau de parchemin long de 5 pouces, large de 3, et sur lequel s'allongeaient en ligne transversale des caractères de grimoire. Ces signes bizarres amenèrent le professeur Lindenbrock et son neveu à entreprendre la plus étrange expédition du XIXe siècle. Le professeur considéra pendant quelques instants cette série de caractères. Puis il dit en relevant ses lunettes « C'est du runique. Ces types sont absolument identiques à ceux du manuscrit de Snorre Sturleson, mais qu'est-ce que cela peut signifier ?» Comme le runique me paraissait être une invention de savants pour mystifier le pauvre monde, je ne fus pas fâché de voir que mon oncle n'y comprenait rien. Du moins cela me sembla ainsi au mouvement de ses doigts qui commença à s'agiter terriblement. « C'est pourtant du vieil islandais, » murmurait-il entre ses dents, et le professeur Lindenbrock devait bien s'y connaître, car il passait pour être un véritable polyglotte, non pas qu'il parlât couramment les 2000 langues et les 4000 idiomes employés à la surface du globe, mais enfin il en savait sa bonne part. Il allait donc, en présence de cette difficulté, se livrer à toute l'impétuosité de son caractère, et je prévoyais une scène violente, quand 2 heures sonnèrent au petit cartel de la cheminée. Aussitôt la bonne Marthe ouvrit la porte du cabinet en disant « La soupe est servie !»« Au diable la soupe !» s'écria mon oncle. « Et celle qui l'a faite, et ceux qui la mangeront !» Marthe s'enfuit. Je volai sur ses pas, et sans savoir comment, je me trouvai assis à ma place habituelle dans la salle à manger. J'attendis quelques instants. Le professeur ne vint pas. C'était la première fois, à ma connaissance, qu'il manquait à la solennité du dîner. Et quel dîner, cependant! Une soupe au persil, une omelette au jambon relevé d'oseille à la muscade, une longe de veau à la compote de prunes, et pour dessert, des crevettes au sucre, le tout arrosé d'un joli vin de Moselle. Voilà ce qu'un vieux papier allait coûter à mon oncle. Ma foi, en qualité de neveu dévoué, je me crus obligé de manger pour lui, en même temps que pour moi, ce que je fis en conscience. « Je n'ai jamais vu chose pareille, disait la bonne Marthe. Monsieur Lindenbrock, qui n'est pas à table. »« C'est à ne pas le croire. Cela présage quelque événement grave, » reprenait la vieille servante, hochant la tête. Dans mon opinion, cela ne présageait rien, sinon une scène épouvantable, quand mon oncle trouverait son dîner dévoré.
J'en étais à ma dernière crevette, lorsqu'une voix retentissante m'arracha aux voluptés du dessert. Je ne fis qu'un bond de la salle dans le cabinet. Chapitre 3. C'est évidemment du runique, disait le professeur en fronçant le sourcil. Mais il y a un secret, et je le découvrirai, sinon un geste violent acheva sa pensée. Mets-toi là, ajouta-t-il en m'indiquant la table du poing, et écris. En un instant je fus prêt. Maintenant je vais te dicter chaque lettre de notre alphabet qui correspond à l'un de ces caractères islandais. Nous verrons ce que cela donnera. Mais par Saint-Michel, garde-toi bien de te tromper. La dictée commença. Je m'appliquai de mon mieux. Chaque lettre fut appelée, l'une après l'autre, et forma une incompréhensible succession de mots. Ezrehuel, Nuaek, Toseibo, Frantu, etc. Quand ce travail fut terminé, mon oncle prit vivement la feuille sur laquelle je venais d'écrire et il l'examina longtemps avec attention. Qu'est-ce que cela veut dire? Répétait-il machinalement. Sur l'honneur, je n'aurais pu le lui apprendre. D'ailleurs, il ne m'interrogea pas, et il continua de se parler à lui-même. C'est ce que nous appelons un cryptogramme, disait-il, dans lequel le sens est caché sous des lettres brouillées à dessein, et qui, convenablement disposées, formeraient une phrase intelligible. Quand je pense qu'il y a là peut-être l'explication ou l'indication d'une grande découverte, pour mon compte, je pensais qu'il n'y avait absolument rien, mais je gardais prudemment mon opinion. Le professeur prit alors le livre et le parchemin, et les compara tous les deux. Ces deux écritures ne sont pas de la même main, dit-il. Le cryptogramme est postérieur au livre, et j'en vois tout d'abord une preuve irréfragable. En effet, la première lettre est un double M qu'on chercherait vainement dans le livre de Turleson, car elle ne fut ajoutée à l'alphabet islandais qu'au XIVe siècle. Ainsi donc, il y a au moins 200 ans entre le manuscrit et le document. Cela, j'en conviens, me parut assez logique. Je suis donc conduit à penser, reprit mon oncle, que l'un des possesseurs de ce livre aura tracé ces caractères mystérieux. Mais qui diable était ce possesseur? N'aurait-il point mis son nom en quelque endroit de ce manuscrit? Mon oncle releva ses lunettes, prit une forte loupe, et passa soigneusement en revue les premières pages du livre. Au verso de la seconde, celle du faux titre, il découvrit une sorte de macule qui faisait à l'œil l'effet d'une tache d'encre. Cependant, en y regardant de près, on distinguait quelques caractères à demi effacés. Mon oncle comprit que là était le point intéressant. Il s'acharna donc sur la macule, et sa grosse loupe aidant, il finit par reconnaître des caractères runiques qu'il lut sans hésiter. Arne Saknussemm, s'écria-t-il d'un ton triomphant. Mais c'est un nom, cela, et un nom islandais encore, celui d'un savant du XVIe siècle, d'un alchimiste célèbre. Je regardai mon oncle avec une certaine admiration. Ces alchimistes, reprit-il, Avicenne, Bacon, Lull, Paracels, étaient les seuls savants de leur époque. Ils ont fait des découvertes dont nous avons le droit d'être étonnés. Pourquoi ce Saknussemm n'aurait-il pas enfoui sous cet incompréhensible cryptogramme quelque surprenante invention? Cela doit être ainsi. Cela est. L'imagination du professeur s'enflammait à cette hypothèse. Sans doute, osai-je répondre, mais quel intérêt pourrait avoir ce savant à cacher ainsi quelque merveilleuse découverte? Pourquoi, le sais-je, Galilée n'en a-t-il pas agi ainsi pour Saturne, d'ailleurs? Nous verrons bien. J'aurai le secret de ce document, et je ne prendrai ni nourriture, ni sommeil, avant de l'avoir deviné. Oh, pensai-je. Ni toi non plus, Axel, reprit-il. Diable, me dis-je, il est heureux que j'ai dîné pour deux. Et d'abord, fit mon oncle, il faut trouver la langue de ce chiffre. Ah, cela ne doit pas être difficile. À ces mots, je relevai vivement la tête. Mon oncle reprit son soliloque. Rien n'est plus aisé. Il y a dans ce document 132 lettres qui donnent 79 consonnes contre 53 voyelles. Or, c'est à peu près suivant cette proportion que sont formés les mots des langues méridionales, tandis que les idiomes du Nord sont infiniment plus riches en consonnes. Il s'agit donc d'une langue du Midi. Ces conclusions étaient fort justes. Mais quelle est cette langue? C'est là que j'attendais mon savant, chez lequel, cependant, je découvrais un profond analyste. Ah, ce Saknussemm, reprit-il, était un homme instruit.
Or, dès qu'il n'écrivait pas dans sa langue maternelle, il devait choisir de préférence la langue courante entre les esprits cultivés du XVIe siècle. Je veux dire le latin. Si je me trompe, je pourrais essayer de l'espagnol, du français, de l'italien, du grec, de l'hébreu. Mais les savants du XVIe siècle écrivaient généralement en latin. J'ai donc le droit de dire, a priori, ceci est du latin. Je sautais sur ma chaise. Mes souvenirs de latiniste se révoltaient contre la prétention que cette suite de mots baroques pût appartenir à la douce langue de Virgile. Oui, du latin, reprit mon oncle, mais du latin brouillé. À la bonne heure, pensai-je. Si tu le débrouilles, tu seras fin, mon oncle. Examinons bien, dit-il en reprenant la feuille sur laquelle j'avais écrit. Voilà une série de 132 lettres qui se présentent sous un désordre apparent. Il y a des mots où les consonnes se rencontrent seules, comme le premier, MRNLLS, d'autres où les voyelles au contraire abondent, le cinquième par exemple, une TIF, ou l'avant-dernier, Oseibo. Or, cette disposition n'a évidemment pas été combinée, elle est donnée mathématiquement par la raison inconnue qui a présidé à la succession de ces lettres. Il me paraît certain que la phrase primitive a été écrite régulièrement, puis retournée, suivant une loi qu'il faut découvrir. Celui qui posséderait la clé de ce chiffre le lirait couramment. Mais quelle est cette clé, Axel? As-tu cette clé? À cette question je ne répondis rien, et pour cause. Mes regards s'étaient arrêtés sur un charmant portrait suspendu au mur. Le portrait de Graüben. La pupille de mon oncle se trouvait alors à Altona, chez une de ses parentes, et son absence me rendait fort triste, car je puis l'avouer maintenant, la jolie Virlandaise et le neveu du professeur s'aimaient avec toute la patience et toute la tranquillité allemande. Nous nous étions fiancés à l'insu de mon oncle, trop géologue pour comprendre de pareils sentiments. Graüben était une charmante jeune fille blonde aux yeux bleus, d'un caractère un peu grave, d'un esprit un peu sérieux, mais elle ne m'en aimait pas moins. Pour mon compte, je l'adorais, si toutefois ce verbe existe dans la langue tudesque. L'image de ma petite Virlandaise me rejeta donc, en un instant, du monde des réalités, dans celui des chimères, dans celui des souvenirs. Je revis la fidèle compagne de mes travaux et de mes plaisirs. Elle m'aidait à ranger chaque jour les précieuses pierres de mon oncle, elle les étiquetait avec moi. C'était une très forte minéralogique que mademoiselle Graüben. Elle en eût remontré à plus d'un savant. Elle aimait à approfondir les questions ardues de la science que de 12 heures nous avions passées à étudier ensemble. Et combien j'enviais souvent le sort de ces pierres insensibles qu'elle maniait de ses charmantes mains. Puis l'instant de la récréation venu, nous sortions tous les deux, nous prenions par les allées touffues de l'Alster et nous nous rendions de compagnie au vieux moulin goudronné qui fait si bon effet à l'extrémité du lac. Chemin faisant, on causait en se tenant par la main, je lui racontais des choses dont elle riait de son mieux, on arrivait ainsi jusqu'au bord de l'Elbe, et après avoir dit bonsoir aux cygnes qui nagent parmi les grands nénuphars blancs, nous revenions au quai par la barque à vapeur. Or, j'en étais là de mon rêve, quand mon oncle, frappant la table du poing, me ramena violemment à la réalité. Voyons, dit-il, la première idée qui doit se présenter à l'esprit pour brouiller les lettres d'une phrase, c'est, il me semble, d'écrire les mots verticalement, au lieu de les tracer horizontalement. Tiens, pensai-je, il faut voir ce que cela produit. Axel, jette une phrase quelconque sur ce bout de papier, mais au lieu de disposer les lettres à la suite les unes des autres, mets-les successivement par colonne verticale de manière à les grouper en nombre de 5 ou 6. Je compris ce dont il s'agissait, et immédiatement j'écrivis quelque chose de haut en bas. Bon, dit le professeur sans avoir lu. Maintenant, dispose ces mots sur une ligne horizontale. J'obéis, et j'obtins une suite de lettres. Parfait, fit mon oncle en m'arrachant le papier des mains. Voilà qui a déjà la physionomie du vieux document. Les voyelles sont groupées, ainsi que les consonnes, dans le même désordre. Il y a même des majuscules au milieu des mots, ainsi que des virgules, tout comme dans le parchemin de Saknussem. Je ne pus m'empêcher de trouver ces remarques fort ingénieuses. Or, reprit mon oncle en s'adressant directement à moi, pour lire la phrase que tu viens d'écrire et que je ne connais pas, il me suffira de prendre successivement la première lettre de chaque mot, puis la seconde, puis la troisième, et ainsi de suite. Et mon oncle, à son grand étonnement et surtout au mien, lut « Je t'aime bien, ma petite Graüben. »« Hein » fit le professeur. « Oui, sans m'en douter, en amoureux maladroit, j'avais tracé cette phrase compromettante. « Ah »
Tu aimes Graüben reprit mon oncle d'un véritable ton de tuteur. Oui, non, balbutiai-je. Ah, tu aimes Graüben reprit-il machinalement. Eh bien, appliquons mon procédé au document en question. Mon oncle, retombé dans son absorbante contemplation, oubliait déjà mes imprudentes paroles. Je dis imprudentes, car la tête du savant ne pouvait comprendre les choses du cœur, mais heureusement la grande affaire du document l'emporta. Au moment de faire son expérience capitale, les yeux du professeur Lindenbrock lancèrent des éclairs à travers ses lunettes. Ses doigts tremblèrent lorsqu'il reprit le vieux parchemin. Il était sérieusement ému. Enfin il toussa fortement et d'une voix grave, appelant successivement la première lettre, puis la seconde de chaque mot, il me dicta une série de lettres. En finissant, je l'avouerai, j'étais émotionné. Ces lettres, nommées une à une, ne m'avaient présenté aucun sens à l'esprit. J'attendais donc que le professeur laissât se dérouler pompeusement entre ses lèvres une phrase d'une magnifique latinité. Mais qui aurait pu le prévoir? Un violent coup de poing ébranla la table, l'encre rejaillit, la plume me sauta des mains. Ce n'est pas cela, s'écria mon oncle. Cela n'a pas le sens commun. Puis traversant le cabinet comme un boulet, descendant l'escalier comme une avalanche, il se précipita dans Königstrasse et s'enfuit à toutes jambes. Chapitre 4. Il est parti s'écria Marthe en accourant au bruit de la porte de la rue qui violemment refermée venait d'ébranler la maison tout entière. Oui, répondis-je, complètement parti. Eh bien, et son dîner fit la vieille servante. Il ne dînera pas. Et son souper? Il ne soupera pas. Comment dit Marthe en joignant les mains. Non, bonne Marthe, il ne mangera plus. Ni personne dans la maison. Mon oncle Lindenbrock nous met tous à la diète jusqu'au moment où il aura déchiffré un vieux grimoire qui est absolument indéchiffrable. Jésus, nous n'avons donc plus qu'à mourir de faim? Je n'osais pas avouer qu'avec un homme aussi absolu que mon oncle, c'était un sort inévitable. La vieille servante, sérieusement alarmée, retourna dans la cuisine en gémissant. Quand je fus seul, l'idée me vint d'aller tout conter à Graüben. Mais comment quitter la maison? Le professeur pouvait rentrer d'un instant à l'autre. Et s'il m'appelait? Et s'il voulait recommencer ce travail logographique qu'on eût vainement proposé au vieil Oedipe? Et si je ne répondais pas à son appel, qu'adviendrait-il? Le plus sage était de rester. Justement, un minéralogiste de Besançon venait de nous adresser une collection de géodes silicieuses qu'il fallait classer. Je me mis au travail, je triais, j'étiquetais, je disposais dans leur vitrine toutes ces pierres creuses, au-dedans desquelles s'agitaient de petits cristaux. Mais cette occupation ne m'absorbait pas. L'affaire du vieux document ne laissait point de me préoccuper. Étrangement. Ma tête bouillonnait, et je me sentais pris d'une vague inquiétude. J'avais le pressentiment d'une catastrophe prochaine. Au bout d'une heure, mes géodes étaient étagées avec ordre. Je me laissai aller dans le grand fauteuil d'Utrecht, les bras ballants et la tête renversée. J'allumai ma pipe à long tuyau courbe dont le fourneau sculpté représentait une naïade nonchalamment étendue, puis je m'amusai à suivre les progrès de la carbonisation qui de ma naïade faisait peu à peu une négresse accomplie. De temps en temps, j'écoutais si quelque pas retentissait dans l'escalier. Mais non. Où pouvait être mon oncle en ce moment? Je me le figurais courant sous les beaux arbres de la route d'Altona, gesticulant, tirant au mur avec sa canne, d'un bras violent, battant les herbes, décapitant les charbons et troublant dans leur repos les cigognes solitaires. Rentrerait-il triomphant ou découragé? Qui aurait raison, l'un de l'autre, du secret ou de lui? Je m'interrogeais ainsi, et machinalement, je pris entre mes doigts la feuille de papier sur laquelle s'allongeait l'incompréhensible série de lettres tracées par moi. Je me répétais « Qu'est-ce que cela signifie ?» Je cherchais à grouper ces lettres de manière à former des mots. Impossible. Qu'on les réunît par 2, 3 ou 5 ou 6, cela ne donnait absolument rien d'intelligible. Il y avait bien les 14e, 15e et 16e lettres qui faisaient le mot anglais ice, la 84e, la 85e et la 86e formaient le mot sœur. Enfin, dans le corps du document et à la 3e ligne, je remarquai aussi les mots latins rota, mutabile, ira, nec et atra. Diable, pensai-je, ces derniers mots sembleraient donner raison à mon oncle sur la langue du document, et même, à la 4e ligne, j'aperçois encore le mot luco, qui se traduit par bois sacré. Il est vrai qu'à la 3e ligne, on lit le mot tabiled, de tournure parfaitement hébraïque, et à la dernière, les vocables arc et mer, qui sont purement français.
Il y avait là de quoi perdre la tête. 4 idiomes différents dans cette phrase absurde. Quel rapport pouvait-il exister entre les mots glace, monsieur, colère, cruel, bois sacré, changeant, arc ou mer? Le premier et le dernier seuls se rapprochaient facilement. Rien d'étonnant que dans un document écrit en Islande, il fût question d'une mer de glace. Mais de là à comprendre le reste du cryptogramme, c'était autre chose. Je me débattais donc contre une insoluble difficulté. Mon cerveau s'échauffait, mes yeux clignaient sur la feuille de papier, les 132 lettres semblaient voltiger autour de moi, comme ces larmes d'argent qui glissent dans l'air autour de notre tête lorsque le sang s'y est violemment porté. J'étais en proie à une sorte d'hallucination, j'étouffais, il me fallait de l'air. Machinalement, je m'éventais avec la feuille de papier dont le verso et le recto se présentèrent successivement à mes regards. Quelle fut ma surprise quand dans l'une de ces voltes rapides, au moment où le verso se tournait vers moi, je crus voir apparaître des mots parfaitement lisibles, des mots latins, entre autres cratérem et terrestre. Soudain, une lueur se fit dans mon esprit. Ces seuls indices me firent entrevoir la vérité. J'avais découvert la loi du chiffre. Pour comprendre ce document, il n'était pas même nécessaire de le lire à travers la feuille retournée. Non, tel il était, tel il m'avait été dicté, tel il pouvait être épelé couramment. Toutes les ingénieuses combinaisons du professeur se réalisaient. Il avait eu raison pour la disposition des lettres, raison pour la langue du document. Il s'en était fallu de rien qu'il pût lire d'un bout à l'autre cette phrase latine, et ce rien, le hasard venait de me le donner. On comprend si je fus ému. Mes yeux se troublèrent. Je ne pouvais m'en servir. J'avais étalé la feuille de papier sur la table. Il me suffisait d'en jeter un regard pour devenir possesseur du secret. Enfin, je parvins à calmer mon agitation. Je m'imposai la loi de faire 2 fois le tour de la chambre pour apaiser mes nerfs, et je revins m'engouffrer dans le vaste fauteuil. Lisons, m'écriai-je après avoir refait dans mes poumons une ample provision d'air. Je me penchai sur la table, je posai mon doigt successivement sur chaque lettre, et sans m'arrêter, sans hésiter un instant, je prononçai à haute voix la phrase entière. Mais quelle stupéfaction, quelle terreur m'envahit. Je restai d'abord comme frappé d'un coup subit. Quoi? Ce que je venais d'apprendre s'était accompli. Un homme avait eu assez d'audace pour pénétrer. Ah! M'écriai-je en bondissant. Mais non, mon oncle ne le saura pas. Il ne manquerait plus qu'il vînt à connaître un semblable voyage. Il voudrait en goûter aussi. Rien ne pourrait l'arrêter. Un géologue si déterminé, il partirait quand même, malgré tout, en dépit de tout, et il m'emmènerait avec lui. Et nous n'en reviendrions pas. Jamais, jamais. J'étais dans une surexcitation difficile à peindre. Non, non, ce ne sera pas, dis-je avec énergie. Et puisque je peux empêcher qu'une pareille idée vienne à l'esprit de mon tyran, je le ferai. À tourner et retourner ce document, il pourrait par hasard en découvrir la clé. Détruisons-le. Il y avait un reste de feu dans la cheminée. Je saisis non seulement la feuille de papier, mais le parchemin de Saknussemm. D'une main fébrile, j'allais précipiter le tout sur les charbons et anéantir ce dangereux secret. Quand la porte du cabinet s'ouvrit, mon oncle parut. Chapitre 5. Je n'eus que le temps de replacer sur la table le malencontreux document. Le professeur Lindenbrock paraissait profondément absorbé. Sa pensée dominante ne lui laissait pas un instant de répit. Il avait évidemment scruté, analysé l'affaire, mis en œuvre toutes les ressources de son imagination pendant sa promenade, et il revenait appliquer quelques combinaisons nouvelles. En effet, il s'assit dans son fauteuil, et la plume à la main, il commença à établir des formules qui ressemblaient à un calcul algébrique. Je suivais du regard sa main frémissante. Je ne perdais pas un seul de ses mouvements. Quelque résultat inespéré allait-il inopinément se produire? Je tremblais, et sans raison, puisque la vraie combinaison, la seule, étant déjà trouvée, toute autre recherche devenait forcément vaine. Pendant 3 longues heures, mon oncle travailla sans parler, sans lever la tête, effaçant, reprenant, raturant, recommençant 1000 fois. Je savais bien que s'il parvenait à arranger ces lettres suivant toutes les positions relatives qu'elles pouvaient occuper, la phrase se trouverait faite. Mais je savais aussi que 20 lettres seulement peuvent former 2 quintillions 432 quadrillions 902 trillions 8 milliards 176 millions 640 000 combinaisons. Or, il y avait 132 lettres dans la phrase, et ces 132 lettres donnaient un nombre de phrases différentes composé de 133 chiffres au moins, nombre presque impossible à énumérer et qui échappe à toute appréciation.
J'étais rassuré sur ce moyen héroïque de résoudre le problème. Cependant le temps s'écoulait, la nuit se fit, les bruits de la rue s'apaisèrent, mon oncle, toujours courbé sur sa tâche, ne vit rien, pas même la bonne Marthe qui entr'ouvrit la porte. Il n'entendit rien, pas même la voix de cette digne servante disant « Monsieur soupera-t-il ce soir ?» Aussi Marthe dut-elle s'en aller sans réponse. Pour moi, après avoir résisté pendant quelques instants, je fus pris d'un invincible sommeil, et je m'endormis sur un bout du canapé tandis que mon oncle Lindenbrock calculait et raturait toujours. Quand je me réveillai le lendemain, l'infatigable piocheur était encore au travail. Ses yeux rouges, son teint blafard, ses cheveux entremêlés sous la main fiévreuse, ses pommettes empourprées indiquaient assez la lutte terrible avec l'impossible, et dans quelle fatigue de l'esprit, dans quelle contention du cerveau les heures durent s'écouler pour lui. Vraiment, il me fit pitié. Malgré les reproches que je croyais être en droit de lui faire, une certaine émotion me gagnait. Le pauvre homme était tellement possédé de son idée qu'il oubliait de se mettre en colère. Toutes ses forces vives se concentraient en un seul point, et comme elles ne s'échappaient pas par leur exutoire ordinaire, on pouvait craindre que leur tension ne le fît éclater d'un instant à l'autre. Je pouvais d'un geste desserrer cet étau de fer qui lui serrait le crâne, d'un mot seulement, et je n'en fis rien. Cependant j'avais bon cœur, pourquoi restais-je muet en pareille circonstance, dans l'intérêt même de mon oncle? Non, non, répétai-je, non, je ne parlerai pas. Il voudrait y aller, je le connais, rien ne saurait l'arrêter. C'est une imagination volcanique, et pour faire ce que d'autres géologues n'ont point fait, il risquerait sa vie. Je me tairai, je garderai ce secret dont le hasard m'a rendu maître. Le découvrir, ce serait tuer le professeur Lindenbrock. Qu'il le devine s'il le peut. Je ne veux pas me reprocher un jour de l'avoir conduit à sa perte. Ceci résolu, je me croisai les bras et j'attendis. Mais j'avais compté sans un incident qui se produisit à quelques heures de là, lorsque la bonne Marthe voulut sortir de la maison pour se rendre au marché. Elle trouva la porte close. La grosse clé manquait à la serrure. Qui l'avait ôtée? Mon oncle, évidemment, quand il rentra la veille après son excursion précipitée. Était-ce à dessein? Était-ce par mégarde? Voulait-il nous soumettre aux rigueurs de la faim? Cela m'eût paru un peu fort. Quoi? Marthe et moi, nous serions victimes d'une situation qui ne nous regardait pas le moins du monde? Sans doute, et je me souvins d'un précédent de nature à nous effrayer. En effet, il y a quelques années, à une époque où mon oncle travaillait à sa grande classification minéralogique, il demeura 48 heures sans manger, et toute sa maison dut se conformer à cette diète scientifique. Pour mon compte, j'y gagnais des crampes d'estomac fort peu récréatives chez un garçon d'un naturel assez vorace. Or, il me parut que le déjeuner allait faire défaut comme le souper de la veille. Cependant, je résolus d'être héroïque et de ne pas céder devant les exigences de la faim. Marthe prenait cela très au sérieux et se désolait, la bonne femme. Quant à moi, l'impossibilité de quitter la maison me préoccupait davantage et pour cause, on me comprend bien. Mon oncle travaillait toujours. Son imagination se perdait dans le monde des combinaisons. Il vivait loin de la terre et véritablement en dehors des besoins terrestres. Vers midi, la faim m'aiguillonna sérieusement. Marthe, très innocemment, avait dévoré la veille les provisions du garde-manger. Il ne restait plus rien à la maison. Cependant, je tins bon. J'y mettais une sorte de point d'honneur. 2 heures sonnèrent. Cela devenait ridicule, intolérable même. J'ouvrais des yeux démesurés. Je commençais à me dire que j'exagérais l'importance du document, que mon oncle n'y ajouterait pas foi, qu'il verrait là une simple mystification, qu'au pis-aller on le retiendrait malgré lui, s'il voulait tenter l'aventure, qu'enfin il pouvait découvrir lui-même la clé du chiffre, et que j'en serais alors pour mes frais d'abstinence. Ces raisons me parurent excellentes, que j'eusse rejetées la veille avec indignation. Je trouvais même parfaitement absurde d'avoir attendu si longtemps, et mon parti fut pris de tout dire. Je cherchai donc une entrée en matière, pas trop brusque, quand le professeur se leva, mit son chapeau et se prépara à sortir. Quoi? Quitter la maison? Et nous enfermer encore? Jamais. Mon oncle, dis-je. Il ne parut pas m'entendre. Mon oncle Lindenbrock, répétai-je en enlevant la voix. Hein? Fit-il comme un homme subitement réveillé. Eh bien, cette clé. Quelle clé? La clé de la porte? Mais non, m'écriai-je, la clé du document. Le professeur me regarda par-dessus ses lunettes.
il remarqua sans doute quelque chose d'insolite dans ma physionomie, car il me saisit vivement le bras, et sans pouvoir parler, il m'interrogea du regard. Cependant, jamais demande ne fut formulée d'une façon plus nette. Je remuai la tête, de haut en bas. Il secoua la sienne avec une sorte de pitié, comme s'il avait affaire à un fou. Je fis un geste plus affirmatif. Ses yeux brillèrent d'un vif éclat, sa main devint menaçante. Cette conversation muette dans ces circonstances eût intéressé le spectateur le plus indifférent. Et vraiment, j'en arrivai à ne plus oser parler, tant je craignais que mon oncle ne m'étouffât dans les premiers embrassements de sa joie. Mais il devint si pressant qu'il fallut répondre. Oui, cette clé, le hasard. Que dis-tu s'écria-t-il avec une indescriptible émotion. Tenez, dis-je en lui présentant la feuille de papier sur laquelle j'avais écrit. Lisez. Mais cela ne signifie rien, répondit-il en froissant la feuille. Rien en commençant à lire par le commencement, mais par la fin. Je n'avais pas achevé ma phrase que le professeur poussait un cri, mieux qu'un cri, un véritable rugissement. Une révélation venait de se faire dans son esprit, il était transfiguré. Ah, ingénieux Saknussemm, s'écria-t-il, tu avais donc d'abord écrit ta phrase à l'envers. Et se précipitant sur la feuille de papier, l'œil trouble, la voix émue, il lut le document tout entier, en remontant de la dernière lettre à la première. Il était conçu en ces termes. In sneffels ioculis craterem quem delibat umbras cartaris, iuli intra calendas descende, audas viator et terrestre centrum attinges. Cod feci, Arne Saknussemm. Ce qui de ce mauvais latin peut être traduit ainsi, descends dans le cratère du Yocul de Sneffels que l'ombre du Scartaris vient caresser avant les calendes de juillet, voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la terre, ce que j'ai fait. Arne Saknussemm. Mon oncle, à cette lecture, bondit comme s'il eût inopinément touché une bouteille de Leyde. Il était magnifique d'audace, de joie et de conviction. Il allait et venait, il prenait sa tête à deux mains, il déplaçait les sièges, il empilait ses livres, il jonglait, c'est à ne pas le croire, avec ses précieuses géodes. Il lançait un coup de poing par-ci, une tape par-là. Enfin ses nerfs se calmèrent, et comme un homme épuisé par une trop grande dépense d'énergie, il retomba dans son fauteuil. « Quelle heure est-il donc » demanda-t-il après quelques instants de silence. « 3 heures, répondis-je. Tiens, mon dîner a passé vite. Je meurs de faim. À table. Puis ensuite... Ensuite, tu feras ma malle. Hein m'écriai-je. Ma malle et la tienne, répondit l'impitoyable professeur en entrant dans la salle à manger.